Jon Snow n'est pas un héros. Présenté comme le bâtard des Stark, tué, puis ressuscité, prêt à sacrifier jusqu'à l'amour de sa vie pour le bien de Westeros, il est avant tout un enfant rejeté, un homme manipulé et un symbole qu'on a sacrifié. Tout au long de sa vie, il n'a jamais vraiment choisi son destin, il l'a subi. Et derrière l'image, celle de l'espoir de le voir devenir un monarque droit et profondément bon, se cache un personnage brisé, façonné par les décisions des autres et par un héritage qu'il n'a jamais voulu porter. 17 ans avant la guerre des 5 rois, les bruits de couloir devinrent de plus en plus insistants. Le prince Rhaegar Targaryen, appartenant à la maison du dragon, dominant le trône de fer de Westeros, aurait enlevé Lyanna Stark, la promise du jeune Robert Baratheon, ce qui eut pour conséquence de déclencher ce qu'on appellera par la suite la rébellion de Robert. Rhaegar s'en alla au combat et laissa Lyanna derrière lui, captive dans la tour de la joie, sous la garde du Lord commandant Gerald Hightower et de Sir Arthur Dayne de la garde royale. Le frère de Lyanna, Eddard Stark, accompagné de Robert, prit les armes pour la délivrer et venger la mort de leur père et de leur frère, exécutés sur ordre d'Aerys Targaryen, deuxième du nom, père de Rhaegar et actuel roi de l'époque, le roi fou. Robert tua finalement Rhaegar lors de la bataille du Trident, scellant ainsi la victoire de la rébellion. Après le sac de Port-Réal, la capitale de Westeros, Eddard continua sa route vers le sud à la recherche de Lyanna, avant de la retrouver dans la tour de la joie, au cœur des montagnes rouges, à la frontière de Dorne. Lui et ses compagnons livrèrent un dernier combat acharné contre les derniers membres de la garde royale, et tous périrent, à l'exception d'Eddard lui-même, ainsi que Howland Reed. Après avoir vaincu les derniers gardes du roi, le jeune Stark se précipita dans la tour pour sauver sa sœur, mais découvrit cette dernière mourante, épuisée après avoir mis au monde un enfant, celui de Rhaegar. Dans ces derniers instants, et tandis que le roi fou fut renversé à la capitale, Lyanna supplia son frère de protéger le nouveau-né et de cacher sa véritable identité à Robert. Car si ce dernier venait à apprendre que le bébé n'était pas le fruit d'un viol, mais bien d'un amour véritable entre elle et le prince Targaryen, Robert serait brisé et c'est l'enfant qui en paierait les conséquences. Respectant la dernière volonté de sa sœur et ne pouvant révéler à Robert que sa fiancée ne l'avait jamais aimé, Ned promit de faire passer l'enfant pour son propre fils illégitime et de l'élever à Winterfell, dans le nord. Ce serment fut un coup terrible porté à son honneur, car il savait que sa décision couvrirait de honte son nom et blesserait profondément son épouse, Catelyn Tully. Plutôt que d'utiliser le véritable nom de naissance du bébé qui aurait révélé ses origines, Ned lui donna le nom de Jon, en hommage à son mentor et père spirituel, Jon Arryn, seigneur du Val. L'enfant reçut aussi le nom de famille de Snow, comme il était coutume pour les bâtards reconnus du Nord, une identité qui, bien qu'elle avait été créée pour sa sécurité, ferait de lui un enfant rejeté par la société, à de rares exceptions près. Jon grandit donc à Winterfell, élevé pendant 17 ans comme le fils illégitime d'Eddard Stark, aux côtés de ses vrais enfants. Ned ne révéla jamais à quiconque, pas même à Catelyn ou à Jon lui-même, qui était la véritable mère du garçon, ni même si elle était encore en vie. Lorsque Robert l'interrogea, Ned se contenta de prétendre que la mère de Jon était une simple servante du nom de Wylla, rencontrée durant la guerre. Malgré ce lourd secret, Ned ne fit jamais de différence entre Jon et ses enfants légitimes, car après tout, il avait aussi du sang de Stark en lui, et il était l'héritier légitime du trône de fer, bien qu'encore trop jeune pour porter le dit héritage. Mais la présence du garçon à Winterfell demeura une source de tension constante entre Eddard et Catelyn, car même si celle-ci ne le maltraita jamais, elle se montra toujours distante, froide, et l'évitait autant que possible. Pour elle,
Jon n'était qu'un rappel vivant de la seule faute de son mari. Des années plus tard, Catelyn confia à sa belle-fille Talisa que, lorsqu'il était enfant, Jon était gravement malade de la variole, et poussée par la culpabilité d'avoir jadis prié pour sa mort, elle avait passé la nuit à veiller à son chevet et implorer les dieux pour qu'il survive, lui faisant comprendre que Jon n'était pas responsable du péché de son père. Elle avait même juré qu'après cela, elle l'aimerait comme une véritable mère et supplierait pour qu'on fasse de lui un Stark, mais quand il s'était finalement rétabli, elle n'avait pas eu la force de tenir sa promesse, un regret qu'elle porta jusqu'à la fin de sa vie. À cause de son statut de bâtard, Jon se sentit toujours comme un étranger à Winterfell, car bien que Ned veillât à ce qu'il soit bien traité, celui-ci n'assistait pas pour autant aux cérémonies officielles du château et ne pouvait s'asseoir à la table des Stark en présence d'invités importants. Malgré cela, il vécut mieux que la plupart des enfants illégitimes. Il fut nourri, logé et éduqué comme un noble, reçut l'enseignement de maître Luwin et l'entraînement martial du maître d'armes Sir Rodrik Cassel. Parmi les enfants Stark, Jon entretint une amitié très étroite avec Robb, son frère de cœur, avec qui il s'exerçait souvent à l'épée et partageait ses aventures. Il s'entendit également bien avec les jeunes Bran et Rickon et développa une rivalité amicale avec Theon Greyjoy, pupille de son père. Mais c'est avec Arya, la plus indomptable des enfants Stark, que Jon partagea le lien le plus fort, car tous deux se ressemblaient, rejetés par les codes de leur société, ils se comprenaient sans même dire un mot. À l'inverse, sa relation avec Sansa fut plus que difficile, car elle était fille, modèle et digne héritière de Catelyn, et se montra donc distante et froide envers lui, reproduisant les mêmes schémas que sa mère. Jon et Robb enseignèrent le tir à l'arc à leur jeune frère Bran, lorsque leur père reçut la nouvelle de la capture d'un déserteur de la garde de nuit, un crime passible de la peine de mort. Jon accompagna Eddard, Robb, Bran, Théon ainsi que Sir Rodrik Cassel et son neveu Jory jusqu'au fortin où l'homme, nommé Will, était retenu. Pour Bran, c'était la première fois qu'il assistait à une exécution, et tandis que le condamné fut conduit devant leur père, Jon murmura à son petit frère de ne pas détourner le regard, car leur père le saurait. Après la mise à mort de cette pauvre âme, notre héros félicita son petit frère pour avoir gardé son sang-froid. Sur le chemin du retour, ils découvrirent le cadavre d'une louve géante, une espèce qu'on n'avait plus vue au sud du mur depuis des siècles, gisant aux côtés de ses 6 louveteaux nouveau-nés. Jon persuada son père de laisser les enfants Stark adopter les petits, arguant qu'il s'agissait d'un signe des anciens dieux, le loup-garou étant l'emblème de la maison Stark, et puisqu'il y avait 5 louveteaux et 5 enfants légitimes, cela ne pouvait être une coïncidence. Pour appuyer son propos, Jon s'exclut délibérément du conte, et lorsque Bran lui demanda pourquoi, il répondit simplement qu'il n'était pas un Stark. Mais, alors qu'il s'apprêtait à partir, Jon trouva un 6e louveteau, un albinos au pelage blanc et aux yeux rouges, qui s'était éloigné du corps de sa mère. Théon ne manqua pas de lancer une pique en faisant le parallèle entre l'animal et Snow, mais ce dernier décida quand même de l'adopter et de le nommer Fantôme. Quelques jours plus tard, Catelyn veilla à ce que Jon, Robb et Théon soient présentables pour l'arrivée du roi Robert Baratheon et de la reine Cersei Lannister, mais notre homme, réticent, exprima son mépris pour la famille royale et refusa que l'on modifie son apparence. Lorsque la suite royale arriva à Winterfell, il assista à la réception, mais, sur les conseils de Catelyn, il ne fut pas convié au banquet qui suivit, de peur d'offenser les invités, et frustré, il resta dans la cour à frapper un mannequin d'entraînement. Son oncle, Benjen Stark, fit alors son entrée à Winterfell, et Jon lui confia qu'avant le départ de son père vers le sud, il souhaitait rejoindre la garde de nuit,
car il voyait dans cet ordre un refuge. Là-bas, peu importaient les origines, et même un bâtard pouvait s'élever à un rang honorable. Ce soir-là, Jon fit la rencontre de Tyrion Lannister, un des frères de la reine, venu partager un verre, et le nain, conscient de la cruauté du monde envers ceux qui différaient, lui donna un conseil. Ne jamais cacher ce qu'il était, car le monde, lui, ne l'oublierait pas. Porte ton nom de bâtard comme une armure, lui dit-il, et jamais on ne pourra s'en servir contre toi. Jon, piqué au vif, lui demanda ce qu'il connaissait de la honte, ce à quoi Tyrion répondit que tous les nains étaient des bâtards aux yeux de leur père. Avant le départ du roi, Jon croisa Jaime Lannister, surnommé le Régicide, car il était celui qui avait tué Aerys II, permettant à Robert d'accéder au trône de fer. D'un ton moqueur, Jaime le remercia pour sa volonté de rejoindre la garde de nuit, puis le garçon prit congé de sa famille. Il dit adieu à Bran, plongé dans le coma après sa chute depuis l'une des tours de guet, lui valant d'ailleurs d'être rejeté une fois de plus par Catelyn, puis offrit à Arya une épée fine, spécialement forgée pour elle, qu'il baptisa Aiguille. En préparant sa selle, Jon échangea ses derniers mots avec Robb. Ce dernier lui demanda alors s'il avait dit adieu à Bran et s'il croyait en sa survie, et notre héros répondit confiant que les Stark étaient difficiles à tuer. Robb mentionna leur mère, et Jon assura qu'elle avait été gentille, et ce, malgré tout le ressentiment qu'elle avait pu éprouver pour lui. Robb promit alors à son frère de cœur de venir lui rendre visite sur le mur de glace géant qui protégeait Westeros des menaces plus loin encore après le nord. Sur la route royale, Eddard fit à son tour ses adieux à Jon, qui lui fit aussi une promesse, celle de lui révéler la vérité sur sa mère, et ce, dès la prochaine fois lorsqu'ils se reverraient. Jon partit donc vers le nord, accompagné de Benjen Stark, de Tyrion Lannister et de Fantôme, et lorsqu'il arriva à Château-Noir, château et siège principal de la garde de nuit, il déchanta rapidement. La garde n'était pas la confrérie noble et héroïque qu'il s'était imaginé, mais un rassemblement de criminels, de voleurs et d'anciens seigneurs déchus, une naïveté qui lui attira aussitôt l'antipathie du maître d'armes, Sir Alliser Thorne, qui l'humilia sans le vouloir grâce à son entraînement supérieur acquis à Winterfell. Son oncle Benjen partagea avec lui sa première garde et lui annonça qu'il partirait bientôt en expédition au-delà du mur. Notre homme lui supplia alors de l'accompagner, mais Benjen refusa, exigeant qu'il termine d'abord son apprentissage. C'est Tyrion qui l'aida à ouvrir les yeux. Jon n'était pas meilleur que ses frères d'armes, il avait simplement eu plus de chance qu'eux. Prenant conscience de son arrogance, le jeune homme proposa d'aider ses compagnons à s'améliorer, et deux d'entre eux acceptèrent, Piper et Grenn. Peu après, un nouveau frère arriva à la garde, Samuel Tarly, un jeune homme obèse, craintif et lettré, renié par son père, issu de la noble maison des Tarly. Jon prit sa défense contre les brimades de Thorne et des autres recrues, mais le maître d'armes le mit vite en garde. Protéger Sam ne l'aiderait pas, et sa faiblesse le tuerait lorsque viendrait l'hiver. Lors du repas, et alors que certains autres hommes se moquèrent rudement de Sam, Jon prit ses dispositions, la nuit tombée, en venant menacer les harceleurs avec Fantôme, les mettant en garde de ne surtout pas toucher à Sam, une leçon qui fut bien entendue le lendemain sur le terrain d'entraînement, et ce, malgré les réprimandes de Thorne. Une fois sa formation achevée, Snow prêta serment devant l'arbre-cœur du bois sacré au nord du mur, devenant officiellement frère juré de la garde de nuit, et contre toute attente, il ne fut pas nommé rôdeur, mais intendant, chargé d'assister le Lord commandant George Mormont. Déçu, il crut à une punition, mais Sam lui fit comprendre que Mormont le formait en réalité pour la future direction de la garde. L'inquiétude gagna bientôt Château-Noir lorsque le cheval de Benjen revint seul et sans le reste de son expédition. Peu après, Fantôme découvrit les cadavres de deux rôdeurs et la nuit,
L'un d'eux se réveilla sans explication aucune et s'attaqua à John, qui ne parvint à le tuer définitivement qu'au moyen du feu d'une lanterne. Au petit matin, et alors qu'on fit brûler complètement le corps, Sam révéla avoir lu dans un très vieux livre de Maître Aemon que ce genre de phénomène survenait quand les morts étaient touchés par les marcheurs blancs, et qu'il fallait espérer que le mur soit assez haut le jour où il viendrait. Après que le maître lui ait soigné la main, le jeune Snow eut l'honneur de recevoir du Lord Commandant sa propre épée en acier valyrien, en guise de remerciement pour lui avoir sauvé la vie la veille au soir. John refusa quand il vit que Mormont avait fait changer le pommeau d'ours pour un pommeau à tête de loup, mais le Lord Commandant le força à accepter, tout en le réprimandant de s'être emporté contre Sir Alistair Thorne lorsque ce dernier l'avait traité de sale bâtard, juste après avoir appris que Ned Stark avait été fait prisonnier à Port-Réal. Le garçon voulut toutefois rompre son serment quand il apprit de la bouche de Sam que son frère Robb était parti à la guerre pour venger son père. C'est le maître Aemon qui le ramena à la raison en lui dévoilant son identité, Aemon Targaryen, oncle du roi fou, qui avait choisi de renoncer à tout pour servir la garde, et lui apprenant que chaque homme devait un jour choisir entre l'amour et le devoir. Malgré la douleur, John décida de rester fidèle à son serment quand ses frères vinrent l'intercepter au-delà du mur, et lorsque la garde se prépara à une grande expédition au-delà du mur pour retrouver Benjen Stark et enquêter sur les spectres, Mormont lui rappela que leur véritable guerre n'était pas celle des trônes, mais celle contre la mort elle-même. John promit de ne plus jamais tenter de déserter et prit part à la marche vers les terres glacées du Nord. En progressant vers le nord, les membres de la garde de nuit traversèrent plusieurs villages sauvageons abandonnés avant d'atteindre le repère de leur allié peu recommandable, un dénommé Craster, et le jeune Snow fut profondément troublé lorsqu'il découvrit que le dit Craster vivait en commettant l'inceste, épousant chacune de ses filles, mais qu'aucun fils ne semblait jamais demeurer parmi eux. Le dégoût de notre héros amplifia quand Craster révéla au Lord Commandant qu'il n'avait repéré aucune trace de Benjen et que les sauvageons se rassemblaient sous la bannière de leur chef, Mance Rayder, le roi d'au-delà du mur. Mormont réprimanda John pour ne pas avoir suivi son exemple en dissimulant son mépris à l'égard de Craster, car malgré cela, il demeurait l'un des rares sauvageons prêts à offrir abri et vivre aux soldats, une aide vitale pour leur survie dans ces terres glacées. Peu après, Samuel Tarly supplia John de venir en aide à Gilly, l'une des filles épouses enceintes de Craster, mais terrifiée à l'idée de mettre au monde un garçon, elle refusa d'expliquer pourquoi. Frustré, John obéit à l'ordre de Mormont, qui leur interdisait de se mêler des affaires de Craster, mais une nuit, lorsqu'il aperçut ce dernier emportant un nouveau-né dans les bois, il le suivit discrètement et le vit abandonner l'enfant devant une créature dissimulée dans l'ombre, un marcheur blanc. Craster le surprit, le neutralisa et le traîna jusqu'à sa demeure avant d'expulser Mormont et ses hommes de sa propriété. Mormont révéla alors à John qu'il savait depuis longtemps que Craster sacrifiait ses fils aux marcheurs blancs, mais qu'il avait choisi de fermer les yeux, jugeant son alliance indispensable à la survie de la garde. Les patrouilleurs reprirent alors leur route vers le nord et atteignirent l'antique fortification connue sous le nom du Point des Premiers Hommes, où ils y attendirent Corinne Mimain et son détachement venu de la Tour de l'Ombre. À son arrivée, Corinne suggéra de modifier leur stratégie. Il proposa d'envoyer de petites unités afin d'éliminer les éclaireurs de Mance. Notre héros Snow demanda alors à se joindre à ses hommes, et Mormont lui donna son accord. Sous la conduite de Corinne, les rôdeurs surprirent un groupe de guetteurs sauvageons, mais quand John se retrouva à affronter une jeune femme, il ne put se résoudre à la tuer,
et se contenta de la capturer. Elle se présenta sous le nom d'Ygritte et refusa de livrer la moindre information sur Mance, mais Corinne, pressée de poursuivre la mission, ordonna à Jon de l'exécuter, mais incapable de s'y résoudre, il la laissa fuir. Il la rattrapa peu après, mais fut séparé du reste du groupe, forçant le duo à camper à la tombée de la nuit. Ygritte, rusée, le convainquit de dormir près d'elle pour partager leur chaleur et tenta de le séduire, mais le jeune homme repoussa la tentation, fidèle à son serment. Au matin, Jon détacha les jambes d'Ygritte tout en maintenant ses poignets liés et poursuivit sa route à la recherche des autres rôdeurs. Sur la route, elle le taquina sur sa virginité avant de l'interroger sur la haine que la garde de nuit portait aux sauvageons, car selon elle, les peuples libres et les Nordiens, tels que les Stark, descendaient tous des premiers hommes, et les sauvageons n'avaient simplement pas eu la chance d'être du bon côté du mur lors de sa construction. Elle exhorta Jon à renoncer à son serment pour vivre libre, tenta à nouveau de le séduire, et lorsqu'il porta la main à son épée, elle profita de cette distraction pour le faire trébucher à l'aide de la corde et prendre la fuite. Jon la poursuivit, mais tomba dans une embuscade et fut capturé par les sauvageons. Ygritte lui lança alors qu'il aurait dû la prendre quand il en avait l'occasion. Elle le mena ensuite au Seigneur des Os et le convainquit d'épargner Jon afin que Mance Rayder puisse l'interroger. Le Seigneur des Os détenait un autre prisonnier, Corinne lui-même. Le vétéran expliqua à Jon que leur compagnon était mort en le cherchant et lui demanda de donner un sens à leur sacrifice en infiltrant les rangs de Mance. Il simula ensuite une querelle, frappant Jon pour convaincre les sauvageons qu'il le haïssait. Pendant ce temps, à Winterfell, Theon Greyjoy trahit la maison Stark et s'empara du château de la famille du Nord, mais lorsque les hommes de Ramsay Snow encerclèrent la forteresse, Theon refusa de fuir vers le mur pour rejoindre la garde de nuit, certain que Jon le tuerait pour sa trahison et pour avoir prétendument brûlé Bran et Rickon vifs, bien qu'il eût en réalité fait passer 2 autres enfants pour eux. Alors qu'ils approchaient du campement de Mance, Ygritte s'amusa à frapper Jon sur la tête avec le plat de son épée, et Corinne profita de cette distraction pour mettre son plan à exécution, faire passer Jon pour un traître à la garde. Il attaqua soudainement son jeune frère d'armes sous le regard du Seigneur des Os, qui autorisa le duel, et notre héros hésita à se battre jusqu'à ce que Corinne, dans un dernier acte de sacrifice, le provoque et insulte son père et sa mère. Contraint de réagir, Jon finit par le tuer, mais avant de mourir, Corinne murmura les derniers mots du serment de la garde de nuit, faisant comprendre à Jon la portée de son acte. Ébranlé, Ygritte et les sauvageons libérèrent Jon, et Ygritte le mena au sommet de la montagne, d'où il découvrit pour la première fois l'immense campement des armées de Mance Rayder. Escorté par Ygritte et le Seigneur des Os à travers les montagnes de Craux-Givre, Jon découvrit le cœur du vaste camp sauvageon, et là-bas, il comprit l'ampleur du mouvement. Tout un peuple, femmes et enfants compris, fuyait les marcheurs blancs. Alors qu'il pénétrait dans le camp, Jon demeura bouche bée en apercevant un véritable géant traverser leur chemin, et les sauvageons, surpris de voir un corbeau vêtu de noir parmi eux, crièrent son surnom sur son passage, et quelques enfants lui lancèrent des morceaux de glace avant qu'Ygritte ne les chasse. Quand il fut amené à Mance Rayder, le Seigneur des Os le présenta comme le fils illégitime de Ned Stark, et un grand homme barbu, assis près du feu, montra un vif intérêt en apprenant que Jon avait tué Corinne mi-main. Notre homme, pensant s'adresser à Mance, se mit à genoux et l'appela « Votre grâce », provoquant l'hilarité générale, son interlocuteur n'étant que le lieutenant Tormund Fléodogre. Le véritable Mance se tenait dans l'ombre, simple et sans apparat,
avant de se présenter et de demander à Jon de se relever, car chez le peuple libre, nul ne pliait le genou devant un autre, car il n'existait ni roi ni noble. Mance déclara être heureux que Jon ait tué Corinne, qui avait massacré nombre de ses hommes, et lorsqu'il lui demanda pourquoi il souhaitait rejoindre les Sauvageons, le jeune Snow répondit qu'il voulait être libre, mais Mance, encore méfiant, n'y crut pas un seul instant. Le fils bâtard expliqua alors qu'il avait vu Craster livrer son nouveau-né à une créature inhumaine et que, révolté par le silence de Mormont, qui savait mais n'agissait pas, il voulait désormais combattre pour le camp de ceux qui défendent les vivants. Satisfait, Mance accepta sa loyauté et lui conseilla de se débarrasser de sa cape noire, symbole honni parmi les siens. Notre héros marcha ensuite vers le sud avec l'armée du peuple libre, et Mance lui expliqua qu'il avait uni près de 90 clans parlant 7 langues différentes, jadis ennemis, mais aujourd'hui rassemblés par une vérité simple: ceux qui restaient au nord du mur mouraient. Il le mena jusqu'à l'un de ses éclaireurs, Aurel, un warg capable de pénétrer l'esprit des animaux et qui, de ses yeux révulsés, contrôlait un aigle volant à plusieurs lieues pour lui rapporter que le point des premiers hommes était à présent décoré par des centaines de corbeaux morts. Quand Jon et les Sauvageons atteignirent ce lieu, ils découvrirent les traces sanglantes du massacre de la garde par les marcheurs blancs et leur armée de morts vivants, où des chevaux mutilés jonchaient le sol, sans un corps humain. Jon affirma qu'il y aurait dû avoir 300 hommes et demanda si Mormont pouvait avoir survécu. Mance répondit alors que c'était possible, mais improbable, car même s'il avait fui, il se trouvait désormais piégé loin du mur, les morts sur ses traces. Tous les cadavres disparus, avertit Mance, n'étaient plus des frères d'armes, mais des spectres aux ordres des marcheurs blancs, et Jon fut contraint d'accepter cette terrible vérité, le cœur lourd. Mance confia ensuite à Tormund une mission décisive, mener 20 hommes pour escalader le mur et attaquer Château-Noir par son flanc sud, tandis que son armée principale frapperait ensuite depuis le nord au signal d'un immense feu. Tormund devait emmener Jon afin qu'il serve de guide, mais ce serait aussi un test de loyauté. S'il trahissait les Sauvageons, Tormund n'aurait qu'à le précipiter du haut du mur. Sur le chemin, alors qu'il ramassait du bois, Aurel interrogea Jon sur les défenses de la garde de nuit, car par l'œil de son aigle, il observait les patrouilles au sommet du mur et voulait connaître leur fonctionnement. Le jeune Snow expliqua que les patrouilles se faisaient par groupe de 4, 2 bâtisseurs et 2 rôdeurs, mais que leur régularité variait. Aurel demanda ensuite combien de châteaux étaient tenus, mais répugnant à trahir la garde, notre homme admit qu'il n'en restait que 3, Château-Noir, la Tour de l'Ombre à l'ouest et Fort-Levant à l'est. Quand Aurel voulut savoir combien d'hommes gardaient Château-Noir, notre héros mentit en affirmant qu'ils étaient 1 millier, alors qu'ils n'étaient guère plus de 300, et Tormund, méfiant, le prévint, s'il mentait, il lui arracherait les entrailles par la gorge. Plus tard, Ygritte subtilisa Grand-Griffe, la lame de Jon, et le força à la suivre dans une grotte. Là, elle se dévêtit et le provoqua. Elle voulait qu'il prouve qu'il avait vraiment quitté la garde en rompant son vœu de chasteté. D'abord hésitant, Jon finit par céder, et dans cette grotte, à l'abri de tout regard, ils s'unirent pour la première fois. Après l'acte, blotti contre lui, Ygritte lui murmura qu'elle aimerait rester là pour toujours. Peu après, le bâtard du Nord rejoignit le groupe mené par Tormund pour gravir le mur, et avant l'ascension, Ygritte le confronta. Il devait désormais être loyal envers elle et non plus envers la garde. Durant la montée, une portion de glace céda et, risquant de chuter, Aurel coupa la corde pour garantir sa survie, tandis que Jon parvint à se hisser avec Ygritte jusqu'à la paroi. Ensemble, ils atteignirent enfin le sommet
d'où Ygritte contempla le nord et le sud, avant de l'embrasser passionnément. Après avoir survécu à cette ascension périlleuse, le nouveau couple et les sauvageons descendirent vers le Don, la bande de terre fertile appartenant à la garde, en direction de Château-Noir, attendant le signal de Mance. Jon accusa Orell d'avoir coupé la corde, mais ce dernier répliqua froidement qu'Ygritte, elle, n'en faisait pas tout un drame, preuve qu'elle comprenait les choix nécessaires à la survie, avant d'ajouter que c'était pour cela que Jon ne pourrait jamais la garder. Sur la route, Orell, jaloux, déclara à Ygritte qu'il serait un meilleur homme pour elle que son nouvel amant. Ce dernier tenta alors de la raisonner, car les sauvageons ne pouvaient gagner une guerre contre le royaume, mais sa partenaire refusa d'écouter, car pour elle, Jon faisait désormais partie des siens, alors s'il devait mourir, il vivrait pleinement avant cela. Peu après, le groupe se prépara à attaquer la ferme d'un vieil éleveur de chevaux, et le jeune Snow insista pour épargner le vieillard, inutilement dangereux selon lui, mais Orell et Tormund voulaient le tuer pour éviter qu'il ne donne l'alerte. Lorsque l'attaque commença, Jon frappa volontairement une pierre pour prévenir le vieil homme, qui prit ses jambes à son cou et détourna également Ygritte lorsqu'elle tenta de lui tirer dessus. Orell exigea alors que le bâtard exécute lui-même le vieillard pour prouver sa loyauté, mais incapable de tuer un innocent, il se retint. Ygritte décocha alors une flèche, abrégeant la fuite du vieil homme. Comprenant qu'il restait fidèle à la garde, Tormund ordonna qu'on tue Snow, ce dernier engageant alors un combat à mort avec Orell. À proximité, Bran Stark, caché à Fort-la-Reine, entra dans l'esprit de son loup Été pour lui venir en aide. Notre héros parvint à tuer Orell, mais celui-ci transféra son esprit dans son aigle, qui attaqua violemment Jon, lui lacérant le visage avant d'être repoussé. Notre homme prit alors la fuite, laissant derrière lui une Ygritte déchirée entre l'amour et la colère. Plus tard, alors qu'il se reposait pour soigner ses blessures, Ygritte le retrouva et tendit son arc, les larmes aux yeux, visant son amant en fuite. Jon tenta de la raisonner, lui avouant qu'il l'aimait toujours, mais malgré ses sentiments, elle décocha 3 flèches. Gravement blessé, Jon parvint à regagner Château-Noir, à demi inconscient. Les gardes le reconnurent évidemment et l'amenèrent à l'intérieur, puis Sam et Piper, bouleversés de le revoir vivant, appelèrent aussitôt les membres pour soigner ses plaies. Gravement blessé par les flèches d'Ygritte, Snow survécut à ses blessures et finit par se rétablir, bien qu'il grimaçât encore, en s'habillant. Il apprit alors par Sam la mort de son demi-frère Robb, assassiné au cours du funeste mariage rouge, et déchiré entre son désir de vengeance et son devoir, il choisit toutefois de rester au mur. Confiant ses pensées à Sam, Jon avoua qu'il avait toujours été jaloux de Robb. Leur père semblait l'aimer davantage, et Robb surpassait Jon dans presque tout, qu'il s'agisse de monter à cheval, de manier l'épée ou de séduire les jeunes filles. Pourtant, jamais il n'avait pu le haïr, car Robb demeurait un frère loyal, juste et honorable. Tarly répondit alors qu'il éprouvait la même chose envers Jon. Il le jugeait meilleur que lui en tout, à l'exception de la lecture. Peu après, Sam révéla qu'il avait été envoyé pour le conduire devant un conseil composé de 5 frères jurés, parmi lesquels se trouvaient le maître Aemon, le commandant intérimaire Alliser Thorne et Janos Slynt, ancien commandant de la garde de la cité, exilé au mur par Tyrion Lannister. Devant eux, Jon reconnut avoir tué Corinne mi-main, vécu parmi les sauvageons, et couché avec l'une d'entre eux, puis affirma aussi que Mance Rayder préparait une attaque massive contre le mur, précisant ses effectifs et ses plans, mais Thorne et Slynt, hostiles, rejetèrent ces paroles et réclamèrent son exécution. Maestre Aemon, percevant la vérité dans ces mots, intervint et mit fin à l'audience, sauvant ainsi le jeune homme.
Pendant ce temps, au Donjon Rouge, Roose Bolton interrogea Théon Greyjoy sur le sort de Bran et Rickon Stark, et terrifié, Théon supposa qu'il pourrait tenter de rejoindre leur demi-frère Jon à Château-Noir. Ramsay en conclut que Jon, bien que bâtard, restait un fils de Ned Stark et pouvait représenter une menace pour la domination des Bolton sur le nord. Il craignait que les Nordiens, toujours fidèles aux Stark, ne se rallient à Jon, ou que ce dernier ne cherche vengeance pour la trahison du mariage rouge. Il chargea alors son chasseur Locke d'infiltrer la garde de nuit, de retrouver Bran et Rickon, puis de les tuer tous, promettant un titre de seigneur en récompense. Peu après, un jeune orphelin nommé Olly arriva à Château-Noir, racontant que des bandes de sauvageons avaient attaqué son village et massacré tous ses habitants. Dorne demanda alors à Jon son avis sur la défense des petites gens vivant dans le Don, et pensant qu'il s'y opposerait, il fut surpris lorsque notre héros expliqua que c'était précisément ce que les sauvageons désiraient, attirer les hommes du mur de leur forteresse pour affaiblir leur défense avant l'assaut principal. Il ajoutait que si Mance franchissait le mur, il pourrait marcher pendant 1000 lieues avant qu'une armée ne puisse l'arrêter. Ainsi, il l'approuva Dorne. Il fallait concentrer toutes leurs forces à Château-Noir. Mais ils furent interrompus par une corne de guet. Grenn et Ed venaient d'arriver, échappés du repère des mutins de Craster. Soulagé de les revoir vivants, Jon comprit vite que la situation demeurait critique. Si Mance capturait ces mutins, il apprendrait que Château-Noir était bien moins fortifié qu'il ne le croyait. Notre héros tenta alors de convaincre Dorne d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Peu après, Jon et Grenn entraînèrent de nouvelles recrues, parmi elles Locke, infiltré sous les ordres des Bolton. Mais Alliser Thorne vint interrompre la séance pour rappeler sèchement à Jon qu'il n'était qu'un intendant. Ignorant le véritable but de Locke, Jon fit sa connaissance et lui parla librement, et plus tard, il confia à Sam ses inquiétudes pour Bran, craignant qu'il ne se soit aventuré au-delà du mur, peut-être jusqu'à Fort Craster. Locke entra alors pour prévenir que Thorne souhaitait le voir, et ce dernier lui donna la permission d'attaquer le repère des mutins, mais uniquement avec des volontaires. Janos Slynt, persuadé que Jon représentait un danger, l'avait convaincu que cette mission risquée était une solution commode. Si Jon mourait, il serait débarrassé de lui. S'il réussissait, tant mieux pour la garde. Le fils bâtard prononça un discours enflammé pour venger la mort du lord commandant Mormont, tué par des traîtres, des mots qui galvanisèrent plusieurs frères, dont Grenn et Ed, mais surtout Locke, qui vit une opportunité d'assassiner notre héros et de faire porter la faute aux mutins. L'attaque eut lieu de nuit, ce qui permit à Jon et ses hommes de surprendre leurs ennemis dans le chaos, et, dans la mêlée, il affronta Karl Tanner dans un duel brutal où les deux combattants se valaient, mais Karl prit l'avantage en portant un coup de lame à Jon avant de le jeter au sol. Au moment de porter le coup fatal, il fut poignardé dans le dos par une femme captive. Snow profita de cette distraction, se redressa et enfonça Grand-Griff dans le crâne de son ennemi, la lame ressortant par sa bouche. Après la bataille, le jeune homme constata 5 morts parmi ses frères, dont Locke, dont la nuque avait été brisée d'une manière bien étrange. C'était en réalité Hodor, contrôlé par Bran, qui l'avait tué. Peu après, il retrouva enfin son loup fantôme, puis s'adressa aux femmes de Craster, leur proposant de venir vivre à Château-Noir, mais elles refusèrent, affirmant qu'après les sévices subis par certains frères du mur, elles ne faisaient plus confiance à aucun d'entre eux, et avant de partir, elles mirent le feu à la demeure de Craster, la réduisant en cendres. De retour à Château-Noir, Jon dut affronter le mépris de Thorne et Slynt, et quand le premier vit Fantôme, il ordonna à son maître de l'enfermer, sous peine de voir le loup devenir le repas de la garde. Jon rapporta ensuite que l'armée de Mance Rider approchait et atteindrait le mur avant la prochaine pleine lune, puis proposa de sceller le tunnel pour empêcher les géants de le forcer,
Mais Thorn refusa, et en guise de punition, il assigna Jon et Sam à la garde de nuit au sommet du mur. Bientôt, la nouvelle de l'attaque des Sauvageons contre Villeneuve, la plus grande bourgade du Don, parvint à Château-Noir, et les frères furent bouleversés, car Sam crut que Gilly et son nouveau-né avaient péri, tandis que Gren jura qu'il obtiendrait vengeance. Jon comprit alors que si Villeneuve était tombé, c'est que l'assaut contre le mur était imminent. Cette nuit-là, Jon et Sam observèrent l'obscurité du nord, guettant l'ennemi, et Tarly, nerveux, l'interrogea sur ce que cela faisait d'être avec une femme, arguant qu'ils allaient peut-être mourir au matin. Notre héros, gêné, tenta d'expliquer sans trouver les mots, avant de conclure en riant qu'il n'était pas poète, avant de proposer à Sam d'aller se reposer et de lui laisser la garde. Peu après, la corne retentit, et Jon leva les yeux vers le nord pour apercevoir un gigantesque brasier, le signal de Mance Rayder. Thorn, amer, admit qu'il aurait dû écouter Jon et sceller le tunnel, mais déclara que diriger signifiait ne jamais douter de soi, même face à des petites frappes comme Snow. Et alors qu'il se préparait à défendre le mur, une autre corne sonna. Tormund et ses troupes venaient d'attaquer Château-Noir depuis le sud. Alliser descendit défendre la forteresse, laissant Slint commander le sommet du mur. Mais lorsque deux géants, accompagnés d'un mammouth, chargèrent la porte extérieure, Slint céda à la panique. Gren prétexta qu'Alliser avait besoin de lui en bas, permettant à Jon de prendre le commandement, et d'en haut, il organisa la défense, ordonnant de cribler les sauvageons de flèches et de repousser ceux qui tentaient d'escalader le mur. Un géant tira une flèche gigantesque, transperçant un des frères du mur. Alors, comprenant que la porte intérieure ne tiendrait pas, Snow envoya Gren et quelques hommes la défendre, jusqu'à la mort, puis il confia le commandement du mur à Ed, ordonna à Sam de libérer Fantôme pour le combat, et descendit rejoindre la mêlée. Le bâtard combattit avec férocité, abattant plusieurs ennemis avant d'affronter Styr, un des lieutenants de Mance Rayder. Un duel d'une rare brutalité, car l'ennemi brisa le visage de Jon contre une enclume et tenta de l'étrangler, mais notre héros, à bout de force, lui cracha au visage et s'empara d'un marteau de forgeron qui l'enfonça dans le crâne de son adversaire. Lorsqu'il se retourna, il vit Ygritte, l'arc bandé vers lui, qui hésitait, et Jon lui adressa un sourire triste. Avant qu'aucun d'eux ne puisse parler, une flèche la transperça. Le jeune Olly venait de tirer. Jon la recueillit alors dans ses bras, et dans un dernier souffle, elle lui murmura qu'il n'aurait jamais dû quitter la grotte. Il la serra contre lui, incapable de retenir ses larmes. Au matin, les sauvageons battirent en retraite, et le jeune Snow retrouva Tormund grièvement blessé. Il ordonna alors qu'on le soigne et qu'on l'interroge, avant de confier à Sam son intention de mettre fin à la guerre. Il allait partir seul pour assassiner Mance Rayder, convaincu que la mort du roi d'au-delà du mur disperserait les clans. Avant de quitter le mur, Jon découvrit les corps de Gren et de ses frères, morts en défendant la porte contre un géant. Il ordonna qu'ils soient brûlés, puis laissa Grand-Griffe à Sam, promettant de revenir. De l'autre côté du mur, notre héros retrouva Mance Rayder et prétendit vouloir négocier, et bien que Mance soit déçu par sa trahison, il but avec lui à la mémoire de leurs morts, Gren, Ygritte et Mag le Puissant. Mais il comprit vite que Jon cherchait à le tuer, apercevant son regard sur un couteau de cuisine, et avant qu'il n'agisse, des corps de guerre retentirent. L'armée de Stannis Baratheon, menée par Davos Seaworth, surgit à cheval et massacra les sauvageons. Jon se présenta alors à Stannis, comme le fils de Ned Stark, et le pria d'épargner Mance, arguant qu'il aurait pu le tuer, mais s'en était abstenu. Alors, par respect pour Ned, Stannis accepta et fit prisonnier le roi d'au-delà du mur. Sur son conseil, il ordonna aussi de brûler les corps des morts
pour éviter qu'il ne se relève. Lors de la crémation, John croisa le regard de la sorcière rouge, Mélisandre, qui le fixa à travers les flammes. Plus tard, il rendit visite à Tormund, lequel lui confia qu'Ygritte l'avait véritablement aimé et lui demanda de lui offrir des funérailles dignes du peuple libre. John porta alors le corps de la femme qu'il aimait au nord du mur, alluma un bûcher funéraire et s'éloigna, les yeux noyés de larmes. John s'entraîna avec Holly et d'autres nouvelles recrues lorsqu'il fut convoqué par Mélisandre pour rencontrer Stannis au sommet du mur. Intrigué par la légèreté de sa tenue malgré le froid, il lui demanda si elle n'avait pas froid, mais la prêtresse répondit que le feu du Seigneur brûlait en elle. Elle lui demanda ensuite s'il était vierge, et l'homme avoua que non, ce qui sembla la satisfaire. Il se présenta alors devant Stannis Baratheon et Davos Mervo et s'agenouilla devant le roi, et ce dernier, désormais en guerre contre Roose Bolton, lui demanda s'il souhaitait venger son demi-frère défunt. John réaffirma qu'il était un frère juré de la garde de nuit et qu'il n'avait qu'une loyauté, celle du serment qu'il avait prononcé. Davos souligna cependant que sa loyauté pouvait sembler incertaine après le temps qu'il avait passé avec les sauvageons, mais malgré cela, Stannis lui proposa de reprendre le nord avec leur aide, promettant d'accorder grâce et liberté aux sauvageons si Mance Rayder se soumettait. Il donna à John jusqu'à la tombée de la nuit pour le convaincre, faute de quoi Mance serait brûlé vif en sacrifice au Seigneur de la Lumière. Notre héros tenta alors de persuader Mance de plier le genou, lui promettant la vie sauve pour lui et son peuple, mais le roi d'au-delà du mur refusa, expliquant que s'il se soumettait, ces hommes ne le respecteraient plus et qu'il préférait mourir avec honneur. Devant la foule, Mance fut conduit au bûcher et Stannis lui offrit une dernière chance, mais il déclina calmement. Lorsque Mélisandre mit le feu, John, incapable de le regarder brûler, lui offrit une mort rapide d'une flèche en plein cœur. Peu après, Stannis et Davos convoquèrent John. Le roi lui montra alors une lettre de Lyanna Mormont, affirmant que la maison Mormont ne reconnaîtrait qu'un Stark pour souverain. Stannis lui proposa alors de le légitimer et de faire de lui le seigneur de Winterfell, alors que ce même jour, la garde de nuit devait élire son nouveau lord commandant, un poste auquel deux candidats s'affrontaient, Alliser Thorne et Denys Mallister. Apprenant que John comptait refuser l'offre de Stannis pour rester fidèle à ses vœux, Samuel Tarly proposa la candidature de son ami, rappelant comment celui-ci avait pris la tête de la défense de Château-Noir, tandis que Thorne s'était battu bravement et que Janos Slynt s'était caché dans le garde-manger. Après le vote, un ex-aequo fut déclaré entre Thorne et le bâtard, et le maître Aemon, dernier à voter, choisit Jon Snow, faisant de ce dernier le 998e Lord commandant de la garde de nuit. Stannis revint vers lui pour confirmer sa décision, et le garçon de Winterfell, fidèle à son devoir, refusa l'offre de légitimation, expliquant que sa place était avec la garde. Impressionné par son sens de l'honneur, Stannis accepta son choix et annonça qu'il marcherait sur Winterfell dans 2 semaines, puis conseilla notre héros d'envoyer Thorne à Fort-Levant et de faire exécuter les prisonniers sauvageons pour la sécurité de tous. Lors de sa première assemblée en tant que Lord commandant, John tenta de détendre l'atmosphère en assignant à un frère la corvée de creuser une nouvelle fosse d'aisance, puis il nomma Alliser Thorne premier ranger, reconnaissant sa valeur. Enfin, il ordonna à Janos Slynt de partir restaurer la forteresse de Garde-Grise, mais celui-ci refusa, l'insulta publiquement, le menant à se faire arrêter. Devant toute la cour, Snow appliqua la règle de son père adoptif. Celui qui prononce la sentence doit l'administrer. Malgré les supplications de Slynt, il le décapita d'un seul geste avec Grand Griffe
Et Stannis, observant la scène, acquiesça en signe d'approbation. Le Lord commandant continua de former les nouvelles recrues sous les yeux de Stannis, Sélise, Shireen et Mélisandre. Le roi douta qu'il fût réellement le fils bâtard de Ned Stark, estimant que ce dernier n'aurait jamais eu d'enfant illégitime, tandis que Samuel vint remettre à son ami des lettres destinées au Seigneur du Nord pour demander des renforts. Notre héros hésita alors à écrire à Roose Bolton, l'assassin de son frère, mais Sam le convainquit qu'il devait rester neutre. Il signa donc la lettre, furieux. Peu après, Mélisandre vint le voir et tenta à nouveau de le séduire, affirmant sentir un pouvoir dans son sang, mais l'homme la repoussa, fidèle à la mémoire d'Ygritte. En partant, elle lui lança la phrase que sa défunte partenaire adorait lui rabâcher pour lui montrer l'étendue de ses pouvoirs. « Tu ne sais rien, Jon Snow. » Hanté par ses responsabilités, le Lord commandant demanda conseil à Aemon Targaryen et le vieillard l'avisa de tuer le garçon et de laisser naître l'homme. Jon prit alors la décision d'autoriser les sauvageons à franchir le mur et à s'installer dans le nord pour éviter qu'ils ne soient transformés en morts-vivants par les marcheurs blancs, un plan qui provoqua la colère de nombreux frères, y compris Ed et Olly. Notre héros rencontra ensuite Tormund, qui lui révéla que le reste de l'armée de Mance s'était réfugié à Durlieu. Jon demanda donc à son interlocuteur de s'y rendre pour convaincre les chefs sauvageons de passer le mur, et Tormund accepta, à condition que le Lord commandant vienne lui-même prouver sa bonne foi. Ce dernier emprunta plusieurs navires à Stannis pour le voyage, et avant de partir, il remercia le roi avant de lui promettre de lui rendre ses bateaux. Le jeune Snow quitta alors Château-Noir avec Tormund et quelques frères, confiant la garde du mur à Thorne. Sam lui remit un sac de dagues en verre-dragon, au cas où il croiserait des marcheurs blancs, puis les deux amis s'étreignirent dans les bras une dernière fois. À Winterfell, Ramsay Bolton informa la jeune Sansa Stark que Jon Snow avait été élu Lord commandant de la garde de nuit, se vantant que, comme lui, un bâtard pouvait s'élever très haut. Arrivé à Durlieu, Snow assista à la mort du Seigneur des Os, tué par Tormund, puis tenta de convaincre les chefs sauvageons de s'allier à lui contre les marcheurs blancs. Il leur promit des terres au sud du mur et des armes en verre-dragon. 5000 d'entre eux acceptèrent alors, mais beaucoup restèrent. C'est là que les morts attaquèrent, une armée de spectres fondant sur le village. Notre héros affronta un marcheur blanc dans un combat féroce et découvrit que son épée, grand griffe, forgée en acier valyrien, pouvait le tuer. D'un coup puissant, il le réduisit en éclats de glace et, épuisé, il s'enfuit avec Ed et les survivants vers les bateaux. Du rivage, il aperçut alors glacial et terrifiant le roi de la nuit, qui, d'un simple geste, ressuscita tous les morts du champ de bataille. Jon observa la scène, horrifié, comprenant que la véritable guerre ne faisait que commencer. De retour au mur, Thorne hésita à leur ouvrir les portes, mais finit par céder, et tandis que les sauvageons entraient dans le royaume, Jon regretta de n'avoir pu sauver davantage de vies. Sam tenta de le consoler, mais Thorne le prévint que sa bonté le mènerait à sa perte. En regardant autour de lui, Jon ressentit la haine dans les yeux de ses frères, notamment celle d'Olly et de Bowen Marsh, qui en avaient après les sauvageons. Peu après, il accepta à contre-cœur de laisser Sam partir pour Villevieille afin d'y devenir maître et de protéger Gilly et son enfant. Plus tard, Davos Mervaux revint à Château-Noir pour demander des soldats, tandis que Mélisandre, bouleversée, rentra seule du camp de Stannis, confirmant sans mots la mort du roi et de sa fille Shireen. Cette même nuit, Olly vint prévenir Jon qu'un sauvageon affirmait avoir vu son oncle Benjen. Sans méfiance, le lord commandant le suivit jusqu'à la cour, où il y découvrit un panneau marqué du mot « traître ». Alliser Thorne et plusieurs frères
se ruèrent sur lui, le poignardant tour à tour, en prononçant « pour la garde ». Grièvement blessé, John tomba à genoux. Holly s'approcha alors en larmes, hésita un instant, puis planta sa dague dans le cœur de Jon Snow, qui s'effondra dans la neige, trahi et tué par ses propres frères. À la vue du corps sans vie de son maître, Fantôme hurla de douleur depuis son enclos. Ses cris attirèrent Davos, Ed et quelques frères fidèles qui transportèrent précipitamment le corps du défunt dans ses quartiers, et tous comprirent rapidement que Alliser Thorne avait orchestré sa mort. Ils libérèrent Fantôme afin qu'il garde le cadavre de Jon, tandis qu'Ed partit chercher Tormund et les sauvageons. Mélisandre contempla longuement le corps de Jon, affirmant qu'elle avait vu dans une vision qu'il combattrait à Winterfell, mais Davos demeura convaincu que Jon était perdu à jamais. Peu après, Thorne vint à leur rencontre et promit l'amnistie à ceux qui déposeraient les armes, mais Davos refusa de céder malgré les menaces de mort de Thorne. Lorsque Tormund et les sauvageons arrivèrent à Château-Noir, ils sauvèrent Davos et ses compagnons. Celui-ci alla alors aussitôt trouver Mélisandre et lui demanda si elle connaissait une magie capable de ramener Jon à la vie. Ébranlée par la mort de Stannis et sa foi vacillante, elle répondit que tout ce en quoi elle n'avait cru n'était qu'un mensonge, mais Davos lui rappela qu'il ne demandait pas l'aide du Seigneur de la Lumière, mais la sienne. Mélisandre entreprit alors un rituel. Elle nettoya les plaies de Jon, coupa une mèche de ses cheveux, tailla sa barbe et brûla le tout dans le feu, tout en entonnant un chant antique en haut valyrien. Ses efforts semblèrent vains, et Tormund, furieux, quitta la pièce, suivi des autres. Resté seul un instant avec Fantôme, Jon se redressa soudainement, haletant, revenu d'entre les morts. Le rituel de la sorcière rouge avait fonctionné. Encore confus, Jon fut rejoint par Davos et Mélisandre et exprima son désarroi face à son échec apparent malgré ses bonnes intentions, mais Davos l'encouragea à aller de l'avant. Peu après, le jeune Snow sortit dans la cour, stupéfiant tous ceux qui le virent, et retrouva Tormund et Ed. Les mutins furent alors rapidement rassemblés pour être exécutés, et après avoir entendu leurs dernières paroles, à l'exception d'Holly, Jon appliqua la maxime de son père. Celui qui prononce la sentence doit manier l'épée, et coupa lui-même la corde, les pendant tous en même temps. Libéré de ses vœux puisqu'il avait perdu la vie, Jon remit son manteau et le commandement à Ed, déclarant son intention de quitter la garde de nuit. Le lendemain, alors qu'il rassemblait ses affaires, Ed le réprimanda pour son départ, lui rappelant le serment qu'il avait prêté et la menace des marcheurs blancs, mais notre héros répondit qu'il était déjà mort et qu'il ne pouvait rester après ce qu'on lui avait fait. Sa demi-sœur Sansa arriva alors à Château-Noir, ayant fui Winterfell grâce à Théon, accompagnée de Brienne de Tarse et de Podrick Payne. En la voyant, Jon resta sans voix avant de descendre vers elle pour la serrer dans ses bras, submergé par l'émotion. S'installant au chaud, ils évoquèrent leur vie depuis leur séparation et leurs souvenirs d'enfance. Sansa admit alors avoir souvent été injuste avec lui et s'en vouloir depuis des années, mais notre homme minimisa l'incident et lui pardonna. Tous deux reconnurent que leur dernier refuge était Winterfell, désormais occupé par les Bolton. Cependant, le nouveau ex-Lord Commandant se montra réticent à reprendre les armes. Peu après, l'homme reçut une lettre de Ramsay Bolton, lui annonçant qu'il détenait Rickon prisonnier et menaçant de massacrer ses alliés s'il ne lui rendait pas Sansa. Le message, signé du sceau de Ramsay, confirma à Sansa la mort de Roose Bolton. Jon demanda alors à Tormund combien d'hommes ils avaient, soit 2000 contre les 5000 de Ramsay.
Sansa l'incita alors à rallier les maisons du Nord encore fidèles aux Stark, et notre héros décida de lever une armée pour reprendre Winterfell. Durant une réunion avec Davos, Mélisandre, Sansa, Brienne, Ed et Tormund, Jon admit amèrement qu'il n'avait pas les effectifs nécessaires pour défier les Bolton, mais proposa néanmoins de rassembler les maisons mineures du Nord, espérant compenser leur infériorité numérique. Il fut d'ailleurs surpris lorsque Sansa évoqua la reprise de Vives Egg, garantissant potentiellement le soutien des Tully, puis il quitta Château-Noir avec Sansa, Tormund et Brienne. Avec l'aide de Tormund, Jon parla aux Sauvageons et leur demanda leur appui dans la guerre à venir. Certains refusèrent évidemment, rappelant qu'ils avaient juré de combattre les marcheurs blancs et non les hommes. Snow reconnut que ce n'était pas leur combat, mais les prévint que si Ramsay l'emportait, il les anéantirait tous. Tormund prit alors la parole en faveur de Jon, rappelant qu'il était mort pour les sauver, et lorsque le géant Woon se leva et prononça Snow, les Sauvageons acceptèrent de se battre à ses côtés. Jon, Sansa et Davos allèrent ensuite trouver la jeune Lyanna Mormont, qui refusa de leur venir en aide. Notre héros évoqua alors son lien avec Jeor Mormont, son oncle et ancien lord commandant. Lyanna lui rappela alors qu'il était un bâtard, et Sansa une ancienne Lannister et Bolton. Ce fut finalement Davos qui la convainquit. Pour unir le Nord contre les marcheurs, il fallait d'abord vaincre Ramsay. Lyanna accepta donc et promit 62 soldats, chacun valant 10 hommes. Robert Glover, en revanche, refusa de les suivre, blâmant Snow pour son alliance avec les Sauvageons et reprochant à Robb Stark d'avoir échoué à défendre le Nord. Malgré tout, notre homme resta décidé à attaquer avant que Ramsay ne renforce ses troupes ou que l'hiver ne s'aggrave, tandis qu'à son insu, Sansa envoya une lettre secrète pour demander de l'aide. À la veille de la bataille, Ramsay et ses alliés rencontrèrent Jon et les siens. Ce dernier proposa alors un duel singulier pour épargner des vies, mais Ramsay refusa, confiant dans la supériorité numérique de son armée. Il présenta ensuite la tête décapitée du loup de Rickon, prouvant qu'il détenait bien ce dernier. Sansa déclara alors que Ramsay allait mourir dès demain, puis tourna les talons. Notre héros réunit ses officiers et exposa sa stratégie. Laisser Ramsay attaquer le centre pour mieux l'encercler, mais Sansa le critiqua pour avoir ignoré ses conseils et sous-estimé leur ennemi. Il répondit que c'était la plus grande armée qu'il pouvait rassembler et demanda à Mélisandre de ne pas le ressusciter à nouveau s'il tombait au combat, mais la prêtresse répondit que seul le Seigneur de la Lumière déciderait de son sort. Le lendemain, Ramsay amena Rickon sur le champ de bataille et, feignant un jeu, il ordonna au garçon de courir vers Jon avant de le cribler de flèches. Jon se précipita pour le sauver, mais une flèche transperça Rickon juste avant qu'il ne l'atteigne. Envahi par la douleur, le bâtard de Winterfell chargea seul les lignes ennemies. Les archers Bolton tirèrent une volée sur lui, mais la cavalerie de Davos lança la contre-attaque, sauvant l'homme de justesse. Les forces de Ramsay encerclèrent alors l'armée Stark, les écrasant sous des murs de lances, et notre héros faillit suffoquer sous la pression des corps entassés, mais parvint à se hisser hors de la mêlée. C'est alors qu'il vit arriver Sansa et Peter Baelish, accompagnés des chevaliers du Val, dont la charge brisa les lignes ennemies. Jon aperçut Ramsay fuyant vers Winterfell et se mit à sa poursuite, jusqu'à défoncer la porte du château avec l'aide de Woon. Malheureusement, le géant, déjà transpercé de flèches, s'effondra, tué par le dernier trait de Ramsay. Fou de rage, Snow affronta Ramsay en combat singulier. Armé d'un bouclier, il para les flèches, désarma son adversaire et l'assomma à coups de poing jusqu'à ce que le visage du bâtard soit méconnaissable. Mais il s'arrêta en voyant Sansa, lui laissant le soin d'accomplir sa vengeance,
elle qui avait été violentée et abusée par l'horrible homme qui se tenait défait devant elle. Ramsay fut alors enfermé dans les chenils, où Sansa le fit dévorer vivant par ses propres chiens. Dans la grande salle de Winterfell, notre homme évoqua alors avec Mélisandre son enfance. Bien qu'il eût été écarté du banquet principal, il s'estimait plus chanceux que la plupart des bâtards. Davos entra alors et accusa la sorcière rouge d'avoir brûlé vivante Shireen Baratheon, la pauvre fille de Stannis, un crime qu'elle avoua tout en rappelant qu'elle avait tout de même ramené Jon à la vie. Horrifié, il n'en fallut pas plus au nouveau seigneur de Winterfell. Il la bannit du nord, sous peine de mort. Depuis les remparts, il observa Mélisandre s'éloigner à cheval, puis informa Sansa que les appartements du seigneur étaient désormais les siens, refusant de les occuper, car il n'était pas un Stark. Sansa s'excusa de ne pas lui avoir parlé de l'armée du Val, et Jon lui assura qu'ils devaient désormais se faire confiance l'un dans l'autre. Elle annonça alors qu'un corbeau blanc venait d'arriver de la citadelle, l'automne s'achevait, et l'hiver était enfin venu, faisant sourire Snow, car son père Ned Stark avait toujours annoncé l'arrivée de la saison froide. Peu après, les seigneurs du Nord et du Val se réunirent à Winterfell. Lyanna Mormont prit alors la parole, réprimandant ceux qui n'avaient pas soutenu les Stark, puis proclama que le Nord ne reconnaissait d'autre roi que Jon Snow, un bâtard certes, mais un Stark à ses yeux. Wyman Manderly, Robert Glover et Lord Serwyn s'excusèrent à leur tour et jurèrent fidélité, puis tous levèrent leurs épées et scandèrent son nom, l'acclamant comme Jon Snow, le roi du Nord. Jon échangea un regard avec Sansa, qui lui rendit son sourire, avant d'apercevoir Littlefinger, le visage assombri par la jalousie. Pendant ce temps, au-delà du mur, Bran eut une vision révélant que Jon n'était pas le fils illégitime de Ned Stark, mais bien celui de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, faisant de lui l'héritier légitime du trône de fer. Afin de préparer le conflit imminent contre le roi de la nuit, Jon Snow, désormais proclamé roi du Nord, ordonna à ses bannerets de recruter tous les hommes valides et les garçons âgés de 10 à 60 ans pour l'entraînement au combat, même s'il jugea cela insuffisant. Il déclara que chaque femme et chaque fille devaient, elle aussi, être formée et équipée pour se battre, et demanda également à ce que tous les maîtres entreprennent des recherches sur le ver dragon, soulignant que cette ressource était désormais plus précieuse que l'or face à la menace des marcheurs blancs. Lorsque Sansa suggéra de punir les familles qui avaient soutenu Ramsay Bolton en retirant leurs terres et leurs titres, Jon s'y opposa fermement, proclamant que les enfants ne devaient pas payer pour les crimes de leur père. Malgré les protestations de Sansa, il affirma que sa décision était définitive et convoqua Ned Humble et Alice Karstark pour qu'ils réaffirment leur loyauté envers la maison Stark. Les deux jeunes héritiers s'exécutèrent et s'agenouillèrent devant leur suzerain, puis le roi du Nord déclara que les erreurs du passé n'avaient plus d'importance. En privé, il réprimanda Sansa pour l'avoir publiquement contredit devant les autres seigneurs et lui demanda de lui faire confiance. Sansa rétorqua que Feu le roi Joffrey ne supportait pas la moindre remise en question, et surpris face à cela, Jon demanda si elle le comparait à Joffrey. Sansa lui assura qu'il n'en était rien et reconnut ses qualités de chef, mais elle l'avertit, il devait se montrer plus avisé que Ned et Robb. Peu après, Jon, Sansa et Davos discutèrent d'une lettre envoyée par Tyrion Lannister, et la jeune femme soupçonna un piège, mais Snow en douta, car la lettre se terminait par la phrase « Tous les nains sont des bâtards aux yeux de leur père », une phrase que Tyrion lui avait confiée lors de leur première rencontre.
Bien qu'il jugeât que ce n'était pas le moment de voyager, Davos affirma que Daenerys Targaryen, se trouvant actuellement à Père-Dragon, pourrait devenir une alliée précieuse dans la guerre à venir, étant donné qu'elle avait libéré énormément de peuples, qu'elle possédait 3 dragons, et qu'elle était actuellement une reine aux yeux de beaucoup de gens. Plus tard, Jon reçut un corbeau de Samuel Tarly, l'informant de la présence de gisements de ver dragon, justement sous Père-Dragon. Lors d'un nouveau conseil, le roi du Nord annonça sa décision. Il accepterait l'invitation que la reine Targaryen lui avait adressée et irait la rencontrer. La plupart des seigneurs du Nord, y compris Sansa, s'y opposèrent ouvertement, mais Jon leur rappela qu'ils avaient besoin à la fois du ver dragon et d'alliés puissants pour vaincre le roi de la nuit. Avant de partir, il nomma alors Sansa régente de Winterfell. Dans les cryptes, Jon rendit hommage à Ned Stark jusqu'à ce que Littlefinger ne vienne l'interrompre. L'homme tenta de le manipuler, mais Jon vit clair dans son jeu, et lorsque Littlefinger osa lui avouer son amour pour Sansa, notre héros le saisit à la gorge et le menaça de mort s'il touchait à sa sœur. Il le relâcha ensuite et quitta Winterfell, saluant Sansa d'un signe de main, avant de partir pour Blancport avec Davos. Arrivé à Père-Dragon, Snow fut accueilli par Tyrion Lannister et Missandei, tous deux conseillers de Daenerys Targaryen. Avec une ironie respectueuse, Tyrion le salua comme le bâtard de Winterfell, tandis que Jon le surnomma le nain de Castral Rock. Ils échangèrent quelques mots avant d'être désarmés par les gardes d'Othraki, puis sur le chemin du château, Missandei évoqua son île natale, Nat, tandis que Davos la complimenta sur la beauté de ce lieu tropical. Jon et Tyrion évoquèrent ensuite le mariage forcé de ce dernier avec Sansa. Tyrion précisa alors qu'il n'avait été qu'une formalité et reconnut l'intelligence de la jeune Stark, ce que Jon confirma. Alors qu'ils s'approchaient du château, 3 dragons surgirent dans le ciel et rugirent de toute leur force, et terrifiés, Jon et Davos se jetèrent au sol, tandis que Tyrion, amusé, leur assura qu'on ne s'habituait jamais vraiment aux dragons, à l'exception de leur mère, qui les attendait à l'intérieur. Quand tout le groupe fut arrivé dans la salle du trône, Missandei énuméra les nombreux titres de Daenerys, tandis que Davos présenta simplement Jon comme le roi du Nord. Daenerys le remercia d'être venu, mais affirma qu'il n'était qu'un seigneur et non un roi. Jon resta toutefois ferme, et lorsqu'elle exigea qu'il plie le genou, il refusa, avant de lui rappeler que le père de Daenerys, surnommé à l'époque le roi fou, avait brûlé vif son grand-père et son oncle. La reine Targaryen exprima ses regrets pour les crimes de son père, déclarant qu'un enfant ne devait pas être puni pour les fautes de ses parents, et proposa de renouveler l'alliance entre les maisons. Jon acquiesça à ce principe, mais précisa qu'il ne se sentait ni lié par aucun serment du passé, et déclara être venu pour solliciter son aide contre l'armée des morts. Daenerys resta sceptique, malgré les efforts de Tyrion pour plaider sa cause. Jon tenta à son tour de la convaincre que le véritable ennemi n'était pas au sud, mais au-delà du mur, mais elle répliqua que son destin était de régner sur les 7 couronnes. Jon lui répondit qu'elle régnerait alors sur un cimetière s'il ne s'occupait pas d'abord du roi de la nuit et des marcheurs blancs. Davos prit à son tour la parole pour défendre son roi en évoquant la bravoure de Jon face aux marcheurs blancs et révéla qu'il avait été poignardé avant d'être revenu d'entre les morts. Jon réfuta les dires de Davos et ajouta qu'il n'était pas question de trahison mais de survie. Malheureusement, Daenerys resta inflexible. Lorsqu'elle reçut un message urgent de Varys, elle ordonna que le roi du Nord et ses hommes soient nourris et logés, mais les prévint qu'ils n'étaient pas encore prisonniers. Plus tard, Jon et Tyrion discutèrent de la situation, notre homme se sentant piégé sur l'île, impuissant face à la menace grandissante, mais le Lannister lui conseilla de garder espoir et promit d'intercéder en sa faveur. Peu après, Daenerys, observant ses dragons sur les hauteurs de Père-Dragon,
fut rejoint par Jon. Elle lui expliqua avoir nommé 2 d'entre eux, Rhaegal et Viserion, en mémoire de ses frères. Touché, Jon resta silencieux, puis elle ajouta que les dragons, autrefois disparus, étaient revenus au monde, preuve que tout pouvait être remis en question. C'est en vertu de cela qu'elle accepta finalement de le laisser extraire le ver dragon de l'île, lui fournissant hommes et outils pour mener à bien cette tâche. Jon guida ensuite la jeune reine à travers les galeries de la mine, éclairées par des torches. Sur les murs, ils découvrirent des fresques très anciennes, peintes par les enfants de la forêt, certaines représentant leur alliance avec les premiers hommes contre les marcheurs blancs. Snow expliqua que cette union leur avait permis, jadis, de repousser la mort, et insista sur le fait qu'eux aussi devaient s'unir, faute de quoi l'humanité s'éteindrait. Malgré ces paroles, et bien qu'elle réalisa que la menace était bien réelle en lui déclarant qu'elle se battrait pour le Nord, elle exigea encore qu'il plie le genou. Jon refusa lui aussi à nouveau, expliquant que le Nord ne se soumettrait plus jamais à un souverain venu du Sud après tout ce que Winterfell et les Stark avaient enduré. Daenerys lui répondit alors que son peuple suivrait son exemple et lui demanda si sa fierté valait plus que leur survie. Leur débat ne put se poursuivre plus longtemps, puisque la sœur de Tyrion, Cersei Lannister, ayant pris le pouvoir à Port-Réal, réussit à infliger à l'armée de Daenerys plusieurs défaites, ce qui poussa la mère des dragons à contre-attaquer, avec ses enfants cette fois. Tyrion s'y opposa, et Daenerys demanda alors son avis au roi du Nord. Celui-ci lui rappela que les hommes la suivaient parce qu'elle avait accompli l'impossible, faire renaître les dragons, mais que s'il lui arrivait de brûler des cités et de répandre la terreur, elle deviendrait semblable à ceux qu'elle combattait. Jon retrouva ensuite Theon Greyjoy, arrivant sur les plages de Père Dragon, miraculeusement toujours en vie, et celui-ci demanda des nouvelles de Sansa, mais notre héros lui répondit sèchement que le seul acte honorable qu'il eût accompli envers sa sœur était de lui avoir sauvé la vie. Peu après, il assista au retour de Daenerys, juchée sur Drogon. La créature s'approcha de lui comme s'il jaugeait l'homme, et Jon, non sans peur, parvint à poser sa main sur son museau. Daenerys, stupéfaite, observa la scène, bien curieux de voir Drogon s'approcher et se laisser toucher par un inconnu. À leur côté, Jorah Mormont, ancien serviteur de la jeune Targaryen et revenu de Ville-Vieille, retrouva sa reine dans l'émotion. Jon reçut alors un message alarmant. L'armée des morts approchait à fort le vent. Tyrion élabora en conséquence un plan audacieux, capturer un spectre pour prouver à Cersei que la menace était réelle et pousser ses ennemis à s'allier temporairement contre la menace des marcheurs blancs. Alors que Tyrion et Davos se mirent d'accord pour se rendre à Port-Réal pour que Cersei leur accorde une audience, Jon annonça se mettre en route, accompagné par Jorah ainsi que les peuples libres vivant près de Winterfell. Daenerys, troublée par le fait que Jon puisse se mettre en danger, lui rétorqua qu'elle ne lui avait pas permis de partir. Mais Jon répondit qu'il était venu ici en sachant qu'il aurait pu être décapité ou tué par des dragons, mais qu'il avait fait confiance à une étrangère. Il demanda donc que Daenerys fasse à son tour confiance à un étranger, ce qu'elle accepta. Tandis qu'il se prépara à l'expédition en faisant extraire du ver dragon dans les mines de l'île, Davos présenta au roi du Nord un certain Gendry, qui n'était nul autre que l'un des fils bâtards du roi Robert Baratheon. Bien que Davos ait exprimé sa réticence à ce que Gendry révèle son identité, ce dernier proposa à Jon une alliance, comme leur père était allié autrefois, ce que notre héros accepta évidemment. Quand Daenerys rejoignit Jon pour lui faire ses adieux, notre homme lui dit que s'il ne revenait pas, elle aura au moins la chance de s'être débarrassée du roi du Nord. Mais la jeune reine lui répondit non sans le surprendre, qu'elle venait tout juste de se faire à lui. Puis après qu'il ait embarqué, Tyrion regarda longuement l'ex-lord commandant, comprenant que quelque chose était en train de naître entre lui
et la femme Targaryen. Après être passé par Winterfell puis par le mur, l'expédition débuta et dura plusieurs jours. Elle ne se solda malheureusement que par un désastre. Le groupe se retrouva à moitié abattu, encerclé par les spectres et les marcheurs blancs, et ce, bien qu'ils aient réussi à capturer l'un des soldats de l'armée des morts, et que Gendry se soit échappé pour alerter leurs alliés plus au sud. Le pire était à venir, puisque lorsque la nuit tomba, la glace autour d'eux, qui s'était tout juste effondrée dans l'eau, se reformait petit à petit. Le lendemain, et lorsque celle-ci fut complètement solide, les spectres reprirent l'assaut, tandis que le roi de la nuit et ses fidèles lieutenants se tenaient en hauteur pour admirer le massacre. Cela aurait pu être la fin pour Jon Snow si, au dernier moment, la reine Targaryen n'avait pas débarqué pour embraser l'armée des morts à l'aide de ses 3 dragons et pour exfiltrer les survivants. Le roi de la nuit, ne comptant pas rester sur une défaite, attrapa une lance de glace et la propulsa en direction de Viserion, l'un des 3 dragons, ce qui le transperça et le fit chuter dans l'eau gelée. Tandis que tout le monde put monter sur le dos de Drogon, Jon fut malheureusement encore aux prises avec des spectres et chuta dans l'eau à son tour, et Daenerys n'eut d'autre choix que de l'abandonner à son sort, car le roi de la nuit continuait de cibler les dragons. Alors que l'armée s'éloigna, Jon remonta à la surface et fut attrapé par son oncle Benjen Stark, disparu il y a des années de cela, et qui se sacrifia pour permettre au roi du Nord d'atteindre le mur. Plus loin, et tandis que le temps s'écoulait lentement, la reine Targaryen attendait en haut du mur, espérant voir Jon réapparaître miraculeusement, mais rien ne se produisait, et Jorah l'incita à quitter les lieux. C'est au moment où elle tourna les talons qu'un corps retentit, et que Jon apparut presque évanoui sur le cheval de son oncle, courant vers le mur. Sur le navire qui les ramena à Père-Dragon, Daenerys descendit dans la cabine où le roi du Nord était installé et vit les cicatrices des coups de poignard qu'il avait reçus. Davos n'avait donc pas menti. Jon avait vraiment péri pour les siens. Quand il se réveilla et qu'il aperçut la femme aux cheveux d'argent, il s'excusa pour la perte de Viserion, complètement accablée, mais elle lui assura qu'elle ne regrettait rien, car elle savait désormais que l'armée des morts existait réellement. En larmes, elle promit qu'ensemble, ils vaincraient le roi de la nuit. Et dans l'émotion, Jon lui prit la main, la remercia et l'appela Dany. Elle tressaillit, lui rappelant que le dernier à l'avoir nommé ainsi était Viserys, son frère cruel. Jon s'excusa et proposa alors de l'appeler ma reine. Elle lui demanda si les seigneurs du Nord accepteraient cela, et notre héros répondit qu'il verrait en elle la même chose que lui voyait déjà, quelqu'un de bien. Puis l'étreinte de leurs mains se renforça. Une fois rétabli, le roi du Nord accompagna Daenerys à Fosse Dragon au-dessus de Port-Réal afin d'y rencontrer Cersei et ses alliés. Pour prouver la réalité de la menace, on libéra le spectre capturé qui attaqua la reine Lannister avant d'être détruit par le feu et le ver dragon de la main de Jon. Terrifiée, Cersei comprit elle aussi que la menace était bien réelle et accepta une trêve, à condition que Jon reste neutre dans le conflit entre elle et Daenerys. Le jeune Snow refusa, affirmant qu'il avait déjà prêté allégeance à la reine des dragons, ce qui rendit furieuse Cersei, qui quitta la réunion. Tyrion reprocha à Jon son manque de diplomatie, lui expliquant qu'un mensonge, parfois, pouvait sauver des vies, mais l'homme lui rétorqua que les mensonges avaient coûté la vie à son père et à bien d'autres, et qu'on ne pouvait bâtir un monde meilleur sur des tromperies. Tandis que Tyrion partit tenter de convaincre sa sœur de revenir, Jon ramassa dans Fosse Dragon un crâne minuscule. Daenerys le rejoignit et lui expliqua alors que cet endroit avait été le berceau de la destruction des Targaryens et des dragons qui dépérirent, devenant petits et inoffensifs. Jon lui affirma qu'elle n'était pas comme les autres et que sa famille n'était pas éteinte puisqu'elle était encore en vie.
La mère des dragons lui révéla alors qu'elle ne pouvait avoir de descendance, car c'est ce que lui avait affirmé la sorcière qui avait tué son ancien mari, mais Jon la rassura en lui disant qu'elle n'était pas une source d'information valable. Lorsque Cersei revint en compagnie de Tyrion, celle-ci annonça à Daenerys qu'elle enverrait ses armées combattre avec elle et celles du Nord contre l'armée des morts, mais sans assurance ni promesse de ce qui se passerait ensuite. Ce que le roi du Nord et la reine Targaryen ignoraient, c'est que Cersei avait menti et qu'elle comptait les laisser affronter seuls les morts avant d'écraser le vainqueur avec l'aide de la Compagnie Dorée. Jaime Lannister, le frère de Cersei et de Tyrion, écœuré de ce stratagème, refusa de la suivre et partit pour le Nord, décidé à tenir sa parole. Une fois leur stratégie de guerre établie à Père Dragon, Jon fut alpagué une ultime fois par Théon, une conversation durant laquelle il n'hésita pas à lui exprimer sa rancœur, tout en soulignant qu'au fond, il était un Stark, de par le fait que Ned les recueillit, et qu'il était peut-être prêt à lui pardonner certaines choses. Une fois embarqués sur le navire qui les mènerait tout droit à leur ennemi, le roi du Nord se présenta devant la porte du quartier personnel de la reine Targaryen, dans un moment de répit, à l'abri de tout soupçon, si ce n'était celui de Tyrion. Il toqua, elle ouvrit, et les deux s'observèrent mutuellement, avant que Jon n'entre dans la chambre et referme la porte derrière lui. Pendant un instant hors du temps, Daenerys et Jon cédèrent à la passion de leurs sentiments, nouveaux mais non moins puissants, une chanson de glace et de feu. Pendant ce temps, à Winterfell, Samwell Tarly, devenu maître, rendit visite à Bran et ensemble, ils confirmèrent la véritable origine de Jon. Il n'était pas le fils illégitime de Ned Stark, mais bien le fils de Lyanna Stark et de Rhaegar Targaryen, mariés en secret. Bran, grâce à sa clairvoyance, assista à la cérémonie, puis à la naissance de l'enfant que Lyanna avait appelé Aegon Targaryen. Ainsi Jon Snow n'avait bel et bien jamais été un bâtard, mais l'héritier légitime du trône de fer, et par lien de sang, le neveu de Daenerys elle-même. Quelques jours plus tard, à leur arrivée dans le Nord, le jeune couple, accompagné de leurs forces combinées, traversèrent le village précédant Winterfell et constata que les habitants regardaient Daenerys avec méfiance. Son partenaire lui rappela que les Nordiens nourrissaient depuis toujours une profonde méfiance envers les étrangers, puis, lorsqu'ils atteignirent Winterfell, il la présenta à Sansa. En se réunissant avec les seigneurs, la jeune Lyanna Mormont reprocha à l'ancien roi du Nord d'avoir plié le genou, mais Jon la remercia avant d'expliquer que le Nord avait besoin d'alliés et que c'était pour cela qu'il était parti quérir la mère des dragons. Il fut également appuyé par Tyrion, qui souligna la présence de 2 dragons et que l'important était de se battre ensemble ou de mourir. La séance achevée, l'ex-Lord Commandant se rendit dans le bois sacré de Winterfell, où il fut trouvé par son autre sœur, Arya, qui se jeta dans ses bras. Constatant qu'elle possédait encore la lame qu'il lui avait donnée, Aiguille, lui présenta son épée en acier valyrien, Grand Griffe. Arya lui fit comprendre que Sansa n'avait pas l'air d'apprécier Daenerys et qu'il ne devait pas oublier qu'il était aussi de leur famille. Peu après, notre héros et la mère des dragons se retrouvèrent enfin afin de parler de l'aversion de Sansa envers sa reine, mais Jon tenta de la rassurer en lui disant que lorsqu'il était jeune, Sansa ne l'aimait pas non plus. Ils s'en allèrent ensuite retrouver Drogon et Rhaegal en train de se repaître de carcasses de chèvres et de moutons. Rhaegal s'approcha alors de Jon et lui montra un intérêt certain. Daenerys incita son compagnon à chevaucher la créature, ce qu'il fit avec plus ou moins d'aisance, et ce qui ne manqua pas d'amuser la jeune reine. Ils parcoururent ensemble des kilomètres de paysages enneigés, avant de trouver une cascade où Jon chassait lorsqu'il était enfant autrefois, leur permettant de partager un moment d'intimité sous le regard curieux des dragons.
Plus tard, Jon retrouva Sansa, qui se montra furieuse qu'il eût plié le genou devant Daenerys, même si notre héros affirma que les titres n'avaient aucune importance face à l'armée des morts et qu'il était convaincu que Daenerys ferait une bonne reine. Sansa lui demanda alors s'il avait plié le genou pour sauver le Nord ou parce qu'il aimait Daenerys, une question à laquelle il n'y eut aucune réponse. C'est ensuite son ami Samwell Tarly qui vint à sa rencontre dans la crypte de Winterfell, tandis qu'il se recueillait devant la statue de Ned Stark. Bien que les retrouvailles furent chaleureuses dans un premier temps, Jon tomba dans le trouble dans un second temps quand Sam lui révéla que Daenerys avait exécuté son frère et son père, qui avaient auparavant refusé de ployer le genou quand elle était venue se battre à Castral Rock. Bien que surpris par la nouvelle, Jon répondit qu'il avait lui aussi exécuté des hommes ayant désobéi à ses ordres, mais Sam répliqua qu'il avait également épargné ceux qui avaient refusé de plier le genou. Snow répondit qu'il n'était pas roi, une vérité qu'il ne put affirmer lorsque le maître lui révéla qu'il était Aegon Targaryen, fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark, et donc l'héritier légitime du trône de fer. Furieux à l'idée d'affronter la réalité et le lien de sang qui l'unissait à Daenerys, l'ex-lord commandant refusa de le croire, convaincu que son père, Ned Stark, ne lui aurait jamais menti, mais Sam insista et expliqua que Ned l'avait fait pour le protéger. Notre héros réaffirma que Daenerys était leur reine, mais Sam lui demanda d'un ton rhétorique si elle serait prête à renoncer à sa couronne pour son peuple. Les forces Stark et Targaryen se préparèrent alors à affronter les morts près de Winterfell, et Bran proposa de servir d'appât pour attirer le roi de la nuit dans le bois sacré, où les dragons devaient le protéger. Après que l'ensemble des responsables de guerre ait établi leur stratégie, Jon alla se recueillir une seconde fois dans les cryptes de Winterfell, mais cette fois devant la statue de sa mère, Lyanna, jusqu'à ce que Daenerys l'y rejoigne. Ils partagèrent un moment de tendresse avant qu'elle n'évoque le prétendu viol de Lyanna Stark par son frère Rhaegar. Notre héros révéla alors qu'il n'en était rien, car ils s'étaient tous deux aimés. Puis il prit la main de Daenerys et lui dévoila sa véritable ascendance. Daenerys sombra alors dans le doute et le trouble, trouvant étrange que cette révélation vint de Bran et Sam, son frère et son meilleur ami. Ils furent cependant interrompus par les sons des corps annonçant l'arrivée de l'armée du roi de la nuit. Ainsi commença l'ultime combat contre la nuit. L'hiver était enfin arrivé. Durant la bataille de Winterfell, Jon monta Rhaegal et mena le dragon dans le combat contre les morts, ainsi que le roi de la nuit, chevauchant Viserion mort-vivant, mais Rhaegal fut grièvement blessé. Tandis que la bataille faisait rage et que Daenerys parvint à faire chuter le roi de la nuit grâce à Drogon, Rhaegal parvint à se poser au sol avant de s'effondrer, inconscient. Notre héros se précipita alors à la poursuite de l'ennemi pour engager un combat singulier, mais ce dernier refusa le duel en réveillant les morts autour de lui. L'intervention des flammes de Drogon lui permit d'échapper au guet-apens et de foncer vers le bois sacré pour relancer l'affrontement. Mais c'était sans compter sur le retour de Viserion, qui chercha à le brûler vif au moyen de ses puissantes flammes bleutées. Se sachant perdu cette fois, il se releva dans un ultime acte de bravoure et de rage et hurla face au dragon mort-vivant, qui, lorsqu'il s'apprêta à embraser sa proie, s'effondra sans crier gare. Plus loin dans le bois sacré, sa sœur Arya venait de défaire le roi de la nuit, et avec lui, tous les marcheurs blancs, les spectres et esclaves de la malédiction de la nuit, Viserion inclus. Après la bataille et tandis que l'aube se levait, Jon se chargea de mener l'immense crémation de mort, dans une peine silencieuse et grave, aux côtés de ses alliés. Le soir tombé, lors du banquet pour célébrer la victoire, il fut acclamé par les sauvageons, et notamment par Tormund, qui ne manqua pas de mettre en relief l'aptitude de Jon en tant que chef.
Après une soirée bien arrosée, Daenerys vint le trouver dans sa chambre. Il présenta alors à cette dernière ses condoléances pour la mort de Jorah Mormont, tombé au combat pour la protéger. La reine Targaryen admit alors que Jorah l'aimait, mais qu'elle ne pouvait l'aimer comme il le souhaitait, car c'est bien pour Jon Snow qu'elle éprouvait des sentiments. Ils commencèrent à s'embrasser et s'apprêtèrent à s'unir une nouvelle fois, mais Jon s'interrompit, ne pouvant ignorer leur lien de sang. Daenerys regretta qu'il lui eût dit la vérité sur sa naissance, craignant désormais que le peuple ne revendique Jon sur le trône de fer plutôt qu'elle. Notre héros affirma avec conviction qu'il ne voulait pas du trône, mais elle rétorqua que peu importait ce qu'il voulait personnellement, les autres le réclameraient pour lui. Jon lui assura qu'il refuserait et, à genoux, déclara qu'elle serait toujours sa reine. Daenerys lui ordonna de ne révéler sa véritable ascendance à personne, mais il prévint qu'il ne pourrait pas cacher la vérité à ses sœurs et qu'il était certain qu'ils pourraient vivre heureux ensemble, mais Daenerys répondit avec froideur que cela ne serait possible que s'il gardait le secret avant de s'éloigner. Lors de la préparation de l'assaut sur Port-Réal contre Cersei Lannister, Daenerys annonça vouloir prendre le donjon rouge, tandis que Tyrion et Jon plaidèrent pour un siège, espérant limiter les pertes. Sansa préféra quant à elle laisser les troupes se reposer avant une nouvelle bataille, mais Jon assura à la reine qu'ils obéiraient à ses ordres. Après la fin de la réunion, Sansa et Arya prirent notre héros à part et lui dirent ne pas faire confiance à la mère des dragons. Et quand il prit la défense de celle-ci en disant qu'elle devait apprendre à la connaître, Sansa et Arya répondirent qu'elle ne le ferait jamais, car elle n'était pas des leurs. Jon souligna qu'il n'avait jamais été un Stark, mais ses sœurs insistèrent du contraire, car à leurs yeux, la famille n'était pas seulement une histoire de sang ou de fils bâtards. Peiné, il se tourna vers Bran, qui lui dit que le choix de révéler la vérité lui appartenait. Jon fit jurer à Sansa et Arya de ne rien répéter avant de demander à Bran de leur révéler sa véritable ascendance. Une fois les préparatifs achevés, Jon et Tormund se dirent adieu, ce dernier regrettant que Snow ne puisse pas l'accompagner au-delà du mur, même si notre héros lui demanda d'emporter Fantôme avec lui. L'ancien roi du Nord se mit ensuite en marche vers Port-Réal par la route royale, à la tête des forces survivantes du Nord, des Harins et des Dothraki, tandis que les Immaculés atteignirent la capitale avant eux. Une fois arrivés à la capitale, l'espoir d'une reddition pacifique fut rapidement anéanti par Cersei Lannister, qui ordonna l'exécution de Missandei, l'une des dernières conseillères les plus proches de Daenerys, tandis que notre héros, après avoir traversé le Trident, quitta son armée et retourna à Père-Dragon. Varys l'informa de l'instabilité croissante de Daenerys et tenta de le convaincre de revendiquer le trône, ce qu'il refusa, et ce qui amena la jeune Targaryen à exécuter Varys pour trahison lorsqu'elle l'apprit. Lorsque Drogon le brûla vif, Jon fut profondément troublé par cette mise à mort par le feu, mais lorsqu'il alla la voir, elle lui reprocha d'avoir révélé son secret à Sansa. Jon affirma qu'il ne désirait pas la couronne, comme il l'avait dit à Varys, mais Daenerys répondit que Sansa avait trahi sa confiance et qu'elle portait autant la responsabilité de la mort de Varys qu'elle-même. Elle confia ensuite à Jon que le peuple de Westeros l'aimait plus qu'elle, et qu'elle ne possédait ici que la peur, non l'amour. Jon lui dit qu'il l'aimait et qu'elle serait toujours sa reine, une nouvelle fois. Lorsqu'elle lui demanda si c'était tout ce qu'elle représentait pour lui, ils s'embrassèrent, mais Jon rompit le baiser, toujours tourmenté par leur lien de sang, un pas de plus pour conforter Daenerys dans l'idée qu'elle régnerait désormais par la peur. Se lança ensuite l'ultime bataille de l'histoire, celle où Daenerys, à l'aide de ses dragons et de ses armées, vint conquérir Port-Réal, défendu par une compagnie dorée,
qui ne résista pas bien longtemps sous les charges de Drogon et l'assaut combiné des forces du Nord et des Dothraki, qui poussèrent les troupes Lannister à se rendre. Toutefois, tandis que les cloches de reddition sonnèrent, Daenerys ne résista plus à la haine qui la consumait après avoir perdu Rhaegal, Missandei et le reste de ses alliés, et se lança de nouveau à l'assaut de la ville, Drogon incendiant les rues bondées, tandis que les soldats Targaryens et Nordiens massacrèrent les Lannister et les civils, un spectacle horrifiant auquel Jon tenta de couper court, mais en vain. Forcé de se défendre, il tua un de ses hommes qui tentait de violer une femme, et lorsque les réserves de feu grégeois entreposées sous la ville explosèrent sous l'effet des flammes de Drogon, il ordonna à ses troupes d'évacuer les lieux. Après la bataille, Jon, Davos et Tyrion contemplèrent horrifiés les ruines couvertes de cendres et les corps calcinés de Port-Réal. Tyrion partit seul vers le donjon rouge, refusant la protection de Snow. Ce dernier d'ailleurs se confronta à Vergris et les Immaculés, qui exécutaient les derniers soldats Lannister. Vergris expliqua qu'il agissait sur ordre de Daenerys, et lorsque notre homme tenta de l'arrêter, les Immaculés et les Nordiens faillirent en venir aux mains, mais Davos apaisa la situation en exhortant Jon à s'adresser directement à la reine. Tandis qu'ils s'éloignèrent, Jon vit Vergris exécuter les prisonniers, lui faisant redouter ce qui allait survenir d'ici quelques instants. Au donjon rouge, notre héros assista alors au discours de Daenerys à ses armées victorieuses, où elle proclama avoir libéré le peuple de Port-Réal et vouloir libérer le monde entier. Tyrion renonça publiquement à sa loyauté en jetant avec dégoût son insigne de main du roi et fut arrêté pour avoir libéré Jaime, tandis que Jon retrouva Arya blessée. Surpris, il lui demanda pourquoi elle se trouvait à Port-Réal, et la jeune femme lui répondit qu'elle venait tuer Cersei, mais que Daenerys l'avait devancée. Elle avertit alors son frère qu'il représenterait toujours une menace pour la mère des dragons à cause de son ascendance, et que Sansa ne plierait jamais le genou devant elle. Avant l'ultime confrontation, l'ex-lord commandant rendit visite à Tyrion, emprisonné et attendant son exécution. Le Lannister reconnut que Varys avait eu raison au sujet de Daenerys et mit son allié en garde. Elle ne s'arrêterait pas avant d'avoir libéré le monde entier et de régner sur tout Westeros. Il évoqua ces atrocités, mais Jon répondit qu'elles découlaient du traumatisme de ses pertes. Tyrion affirma alors qu'il savait que Jon aimait Daenerys, tout comme lui, mais qu'il devait accomplir une terrible tâche, agir pour sauver le peuple. Il avertit enfin qu'il serait toujours en danger à cause de sa lignée et demanda si ses sœurs plieraient jamais le genou. Jon répondit qu'elle resterait loyale, mais Tyrion répliqua que Sansa avait révélé le secret précisément parce qu'elle refusait Daenerys comme reine. Le héros protesta qu'elle n'avait pas le choix, mais le Lannister affirma qu'il en avait un et qu'il devait agir maintenant. Tourmenté, il marcha seul jusqu'à Daenerys, qui se trouvait dans les hauteurs de la capitale, et croisa sur son chemin Drogon, se réveillant sous une couverture de neige au passage de notre héros. Lorsqu'il termina l'escalade, il retrouva la femme qu'il aimait, se tenant près du trône de fer, qui lui raconta que lorsqu'elle était petite, elle n'arrivait à se représenter le siège de 1000 épées, elle qui ne savait compter que jusqu'à 20. Jon la confronta au sujet de ses atrocités, mais elle ne montra aucun remords, estimant que cela était nécessaire, même si parmi les victimes figuraient des enfants et des nourrissons. La voix tremblante, il plaida pour Tyrion et les ennemis de la reine Targaryen, car selon lui, ces derniers devaient avoir l'opportunité de comprendre leurs erreurs et que le nouveau monde devait être un monde de pardon. Mais Daenerys, quant à elle, estimait qu'il ne pouvait y avoir de petite grâce et qu'aucun homme ne pouvait se représenter le monde d'harmonie qu'elle entrevoyait.
Jon peinait à retenir ses larmes, demandant comment pouvait-elle savoir que le monde serait harmonieux, ce à quoi elle répondit qu'elle savait ce qui était juste et que lui aussi le savait. Comme si la voix d'Ygritte résonnait encore dans son cœur, il affirma ne rien savoir, ni de ce qui était juste, ni de ce qui était bon pour les autres. Elle le supplia pourtant de régner à ses côtés, prétendant qu'il s'agissait de leur raison d'être, et ce depuis qu'ils étaient tout petits, quand lui n'était qu'un petit garçon au nom de bâtard, et elle, une petite fille, ne sachant compter que jusqu'à 20. Notre homme renouvela une ultime fois son allégeance. Daenerys était sa reine, pour toujours et à jamais, puis l'embrassa avec passion. Dans cet acte d'amour, il dut rassembler tout son courage et poignarda celle qui aurait dû être l'amour de sa vie, qui s'effondra dans ses bras, le sang gisant de sa bouche, la vie s'échappant de son regard. Aegon Targaryen, Jon Snow, était au sommet du monde, seul et brisé, ne pouvant que pleurer sur le corps de Daenerys. C'est pour cela qu'il avait été ressuscité. Dans cette froide solitude, le cri de Drogon transperça les airs comme s'il avait ressenti le drame à distance, et la bête arriva aussitôt, avant de découvrir le sort de sa mère. Comprenant ce que Jon avait fait, et plongeant dans une rage folle, la créature rugit de toutes ses forces, tandis qu'il s'écarta du corps, redoutant le sort qui l'attendait à son tour. Se préparant à la mort lorsque le feu commença à se canaliser dans la gueule du dragon, notre héros fut contre toute attente épargné, car Drogon dirigea son attaque destructrice sur le véritable responsable de la mort de sa mère, l'ignoble trône de fer, et avec lui, le jeu auquel s'adonnaient les hommes à vouloir s'en emparer. Le symbole du pouvoir de Westeros ne put que fondre face au feu torrentiel qui s'abattait sur ses lames, et si Daenerys ne put jamais monter sur le trône, alors personne ne le pourrait. Drogon ne tuerait pas un Targaryen, et il le savait, Jon avait en quelque sorte empêché Daenerys d'accomplir plus de folies qu'elle n'en avait déjà commis, il l'avait sauvée d'elle-même. Alors, il récupéra le corps de la défunte reine et s'envola avec elle vers une destination inconnue. Il ne fallut que peu de temps avant que Snow ne se rende aux Immaculés et qu'il soit emprisonné, cela jusqu'au Grand Conseil de Fausse Dragon, où lui et Tyrion seraient jugés pour leur trahison. Quand le moment fut venu, Vergris déclara que le sort de Jon Snow serait décidé par les Immaculés eux-mêmes, mais Sansa comme Arya protestèrent et mirent en garde les Immaculés et leurs alliés de ce qui adviendrait si l'on posait la main sur leurs frères. Tyrion argua qu'il incombait au futur roi ou à la future reine de décider du sort de notre héros, et c'est finalement Bran Stark qui fut élu roi avant de déclarer que Jon irait à la garde de nuit afin d'éviter une guerre entre le Nord et les Immaculés. Tyrion, nommé main du roi, rendit visite à Jon et l'informa de sa sentence. Notre homme demanda alors avec sarcasme s'il existait encore une garde de nuit. Tyrion répondit que le monde aurait toujours besoin d'un refuge pour les bâtards et les hommes brisés et que personne n'était pleinement satisfait puisque Vergris réclamait la tête de Snow et les sœurs de ce dernier, sa libération. Jon demanda s'il avait bien fait en tuant Daenerys, avouant que tuer cette femme ne lui semblait pas juste, mais Tyrion lui répondit simplement de lui reposer la question dans 10 ans. Jon ajouta qu'il ne se reverrait sans doute jamais, mais la main lui répondit qu'il pourrait venir se rendre aux confins du monde après quelques années de servitude. Le jour où il fut sorti de sa geôle, l'ex-lord commandant fut escorté par 2 frères errants jusqu'au port, où il fit ses adieux à Bran, Sansa et Arya. Il félicita Sansa pour l'indépendance du Nord et lui assura qu'elle serait une bonne dirigeante avant de l'enlacer.
Il dit ensuite à Arya qu'elle pourrait venir le voir au mur, mais elle répondit qu'elle ne retournerait pas au nord, préférant explorer les mers inconnues à l'ouest de Westeros. Ils s'enlacèrent aussi, les larmes aux yeux. Enfin, Jon s'agenouilla devant Bran, le nouveau roi, et s'excusa de n'avoir pu être à ses côtés, mais Bran répondit qu'il avait été exactement là où il devait être. Ce n'était sûrement pas la dernière fois qu'il voyait sa famille, mais c'était la dernière fois, sans doute, qu'il foulait les terres de Westeros, et c'est la cape au vent qu'il embarqua en direction du mur et de la garde de nuit. Après plusieurs jours de voyage, notre héros arriva à Château-Noir et retrouva Tormund ainsi que les sauvageons. Il revêtit à nouveau la cape noire des frères jurés de la garde de nuit et retrouva son loup, Fantôme, avant de partir avec tout son groupe vers les terres situées au nord du mur, jetant un dernier regard mélancolique à la porte qui se referma derrière lui.